Tu es ridicule, Mia. Eric en a plus besoin que toi, m'a dit ma mère en agitant l'acte de propriété devant mon visage pendant ce qui était censé être une fête de pendaison de crémaillère joyeuse. Il a une famille à nourrir. Et toi, qu'est-ce que tu as? Juste toi-même. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je suis resté là, dans la cuisine de la maison pour laquelle j'avais dépensé toutes mes économies, peinant à respirer alors que mon monde s'écroulait autour de moi. Mon nom est Mia Reynolds, et à 33 ans, je n'aurais jamais imaginé être trahi par ma propre famille comme ça. En tant qu'infirmière à l'hôpital Mémorial, j'ai passé les 10 dernières années à travailler des quarts doubles, en prenant des heures supplémentaires aux soins intensifs et en économisant chaque centime que je pouvais. Lorsque mes parents ont failli être expulsés de leur ancienne maison, je suis intervenu avec mes économies de toute une vie, soit 175 000 $, pour les aider à acheter une nouvelle maison. L'accord était clair. La maison serait à mon nom puisque j'avais fourni la compte. Mais apparemment, les accords n'ont pas beaucoup de valeur dans ma famille. Mon demi-frère, Eric, le chouchou de ma mère issu de son second mariage, se tenait là avec son sourire habituel de suffisance. Il n'avait jamais contribué d'un centime au bien-être de nos parents, toujours trop occupé à se trouver, tout en enchaînant les entreprises ratées. Mais maintenant, à 38 ans, il avait soudainement une femme et un bébé en route, ce qui, apparemment, le rendait plus digne de mon investissement. Nous avons déjà déposé les papiers, a ajouté mon beau-père Georges, sans même me regarder. La maison est maintenant à son nom. Tu devrais être contente. Tu aides ton frère à fonder sa famille. La façon détachée dont il a écarté mon sacrifice m'a fait bouillir de colère. La belle maison de style colonial dont je m'étais amouraché, celle que j'avais imaginée comme un lieu de rassemblement pour les fêtes de famille et les célébrations, était maintenant remise à quelqu'un qui ne l'avait pas méritée. En regardant autour de la pièce, les visages de la famille élargie et des amis venus célébrer, je pouvais voir les regards gênés et les conversations chuchotées. Ma tante Sarah, qui avait toujours été plus une mère pour moi que ma propre mère, se tenait dans un coin, secouant la tête de désapprobation. Ma meilleure amie Rachel, qui m'avait vu travailler jusqu'à l'épuisement pour économiser cet argent, tenait son verre si fort que je pensais qu'il allait éclater. Ce n'est pas juste, ai-je réussi à dire, la voix tremblante, partagée entre la colère et la douleur. Cet argent, c'était tout ce que j'avais. Nous avions un accord. Oh, arrête d'être si dramatique, a lancé ma mère d'un ton agacé. Tu es infirmière, tu vas vite le récupérer. Eric a besoin d'un toit stable pour son bébé. Ce n'est pas comme si tu avais quelqu'un à nourrir. C'est alors que quelque chose en moi a explosé. Des années à être celle sur qui on pouvait compter, celle qui se sacrifierait pour les autres, sont soudainement devenues insupportables. En regardant leur visage plein de prétention, je savais que cela ne s'arrêterait pas là. Ils n'avaient aucune idée de ce dont j'étais capable lorsque j'étais poussé trop loin. En grandissant, j'avais toujours su que j'étais différente aux yeux de mes parents d'Eric. Après la mort de mon père, quand j'avais 6 ans, ma mère s'était remariée avec Georges en moins d'1 an. Eric était arrivé dans nos vies comme un tourbillon, devenant immédiatement le centre de leur univers. Pendant que je passais mes week-ends à étudier et à travailler à temps partiel à la pharmacie pour économiser pour l'université, Eric recevait des voitures neuves, des vêtements de luxe et des occasions infinies de recommencer à zéro. Je me suis financé mes études d'infirmière, travaillant la nuit comme aide-soignante et contractant des prêts étudiants que je rembourse encore aujourd'hui. Chaque fois qu'une entreprise d'Eric échouait, le lavage de voitures, la société de suppléments, l'investissement en crypto-monnaie, mes parents puisaient dans leurs économies pour le sauver. Je les ai vus refinancer leur maison 3 fois pour couvrir ces erreurs, sans jamais dire un mot, même si je voyais leur retraite s'envoler. Quand ils m'ont appelé, il y a 6 mois, désespérés et en larmes parce qu'ils étaient sur le point de perdre leur maison, je n'ai pas hésité. J'avais économisé pour ma propre maison, rêvant d'un petit cottage avec un jardin où je pourrais enfin poser des racines. Au lieu de cela, je leur ai offert mes économies, pensant que cela prouverait enfin ma valeur à leurs yeux. Nous avons passé des semaines à chercher des maisons ensemble, et je suis tombée amoureuse de la maison coloniale de Maple Street. Le courtier a travaillé avec nous pour réaliser le projet, et j'ai signé tous les documents préliminaires en tant que propriétaire. Tu es une bénédiction, ma chérie, m'avait dit ma mère à l'époque, en me serrant fort dans ses bras. Nous allons faire ça en famille. Je l'avais cru. Je voulais tellement y croire que j'avais ignoré les signes avant-coureurs, les appels téléphoniques chuchotés avec Eric, les réunions avec leur avocat auxquelles je n'avais pas été invité, les retards dans les formalités. Rachel avait essayé de m'avertir. Mia, fais bien tout mettre par écrit, m'avait-elle dit un matin autour d'un café. Je ne leur fais pas confiance. Mais j'avais défendu mes parents, convaincu que, même s'ils favorisaient Eric, ils ne me voleraient pas. Après tout, quel genre de parents ferait ça à leur propre fille? Le jour avant la fête de pendaison de crémaillère, je suis allé à Target et j'ai passé des heures à choisir des décorations pour ce que je pensais être ma propriété d'investissement.
J'ai acheté des serviettes moelleuses pour les salles de bain, des coussins colorés pour le salon, et un paillasson qui disait Home Sweet Home. Maintenant, tous ces articles semblaient des blagues cruelles dispersées dans une maison qui m'avait été volée. Debout dans cette cuisine, regardant Eric se pavaner comme s'il avait mérité tout cela, je pensais à toutes les nuits passées aux soins intensifs, au fait que j'avais manqué, aux relations que j'avais mises de côté, aux vacances que je n'avais jamais prises, tout cela pour économiser cet argent. Il ne m'avait pas seulement volé mes économies, il m'avait volé des années de ma vie. Alors que la fête continuait autour de moi, ma tête tourbillonnait. Les invités commençaient à partir, félicitant Eric de manière gênée tout en évitant le contact visuel avec moi. Je me suis assise seule au comptoir de la cuisine, fixant mon téléphone, quand Rachel s'est glissée dans le siège à côté de moi. « Tu dois appeler Marcus », chuchota TL, en parlant de son frère qui était avocat spécialisé en immobilier. Il y a quelque chose qui cloche dans la manière dont ils ont transféré l'acte. Ils n'ont pas pu faire ça légalement sans ta signature. Juste à ce moment-là, Eric est passé devant moi avec sa femme Jessica, parlant bruyamment de leur projet de rénovation. On va probablement commencer par refaire la cuisine, annonça-t-il, passant sa main sur le comptoir en granit que j'avais aidé à choisir. Peut-être abattre un ou deux murs, vraiment la personnaliser. Mon estomac se tordit. En observant la cuisine, j'ai remarqué le dossier de documents que mes parents m'avaient montré lorsque nous avions conclu l'accord. Il était toujours posé sur le réfrigérateur, là où ma mère gardait toujours les documents importants. Tandis que tout le monde était distrait par les grands projets d'Eric, je les pris discrètement et les glissai dans mon sac. J'ai besoin d'air, ai-je dit à Rachel, en me dirigeant vers le porche arrière. Une fois dehors, j'ai sorti les papiers avec des mains tremblantes. Là, il y avait l'accord original que j'avais signé, stipulant clairement que la maison serait à mon nom en échange de l'acompte. Puis j'ai trouvé autre chose, une lettre de leur avocat datée de seulement 2 semaines auparavant, les avertissant que transférer l'acte sans mon consentement pourrait être considéré comme une fraude. Mon téléphone vibra avec un message de ma mère. « Arrête de bouder dehors. Reviens à l'intérieur et sois contente pour ton frère. » C'est à ce moment-là que j'ai su ce que je devais faire. Ce n'était plus une question d'argent. Il s'agissait de me défendre après des années d'être mise de côté. Avec des mains tremblantes, j'ai texté Marcus. « Tu es libre demain ? J'ai besoin d'aide juridique. » Sa réponse est venue rapidement. Rachel m'a raconté ce qui s'est passé. « Viens à mon bureau à 9 h. Apporte tous les documents que tu as. » En retournant à l'intérieur, j'ai trouvé ma mère et Georges en train de discuter avec Eric dans le salon, probablement en train de faire encore plus de projets pour ma maison. Ils ont levé les yeux quand je suis entré, leur visage mélangeant agacement et mépris. « Tu as enfin décidé d'arrêter d'être dramatique ?» demanda ma mère, en levant un sourcil. J'ai réussi un petit sourire, les surprenant. « En fait, je veux vous remercier », ai-je dit calmement. « Vous m'avez aidé à voir les choses très clairement. » Ils échangèrent des regards confus, s'attendant clairement à plus de larmes ou de supplications, mais j'en avais fini avec les supplications, fini d'être la fille fiable qui se sacrifiait toujours sans rien recevoir en retour. Alors que je prenais mon sac pour partir, j'ai entendu Eric rire et dire « Voilà, elle va bien. Elle va passer à autre chose. » Je me suis retourné une dernière fois. « Non, Eric, je ne vais pas passer à autre chose, mais tu souhaiterais que je l'ai fait. » Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau de Marcus, serrant une tasse de café pour calmer mes nerfs. Il a examiné les documents étalés sur son bureau, faisant parfois des annotations et secouant la tête. Après ce qui m'a paru des heures, il a levé les yeux vers moi avec un léger sourire. « Mia, ils ont vraiment merdé ici », a-t-il dit en tenant la lettre d'avertissement de l'avocat. « Le transfert de l'acte n'est pas seulement douteux, il est frauduleux. Tu as fourni l'acompte, signé les premiers papiers, et il y a des documents clairs concernant l'accord. Ils ne peuvent pas légalement donner une maison qui était censée être à toi. Mais ils l'ont déjà fait, ai-je répondu, la voix brisée. L'acte est au nom d'Eric. Un transfert frauduleux peut être annulé, expliqua Marcus en attrapant son téléphone. Et j'ai un ami au bureau du procureur qui serait très intéressé par cette affaire. Ce qu'ils ont fait pourrait entraîner des accusations criminelles. Mon cœur s'est accéléré à ces mots. Des accusations criminelles. Je ne veux pas que mes parents aillent en prison. Même après tout, l'idée de les voir en difficulté légale me faisait hésiter. Écoute-moi, dit Marcus fermement. Ils t'ont volé 175 000 $. C'est du vol à grande échelle. Ils ont commis une fraude. Et d'après ces relevés bancaires, il semble qu'ils aient falsifié ta signature sur certains documents. Ils comptent sur toi pour être trop gentil pour riposter. Il avait raison. Toute ma vie, ils avaient compté sur le fait que j'étais celle qui comprenait, celle qui se sacrifierait sans rien dire. Pendant que nous parlions, mon téléphone ne cessait de vibrer avec des messages de ma mère, alternant entre culpabilisation et demande pour que j'arrête d'être enfantine.
Que veux-tu faire, me demanda Marcus, en m'observant attentivement. J'ai pris une grande inspiration. Je veux ma maison, et je veux qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent plus me traiter ainsi. Marcus hocha la tête et commença à taper sur son ordinateur. Je vais déposer une injonction d'urgence pour les empêcher d'apporter des modifications à la propriété. Alors nous allons procéder avec une action légale pour annuler le transfert. Ils seront servis de leurs papiers d'ici demain. En quittant son bureau, je me suis sentie étrangement plus légère. Pour la première fois depuis la fête de crémaillère, je ne pleurais ni ne tremblais. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange sensation de calme. Je suis allé travailler pour mon quart de nuit à l'ICU, et à mi-chemin, mon téléphone a explosé de notifications. Eric avait appelé 7 fois. Ma mère avait appelé 12 fois. Il y avait des dizaines de messages textes allant de la colère à la panique. Le dernier de la part d'Eric m'a fait sourire. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je me suis concentré sur mes patients. Laissez-les paniquer un moment. Laissez-les ressentir une fraction de l'anxiété qu'ils m'ont causée. Demain, ils apprendront ce qui se passe quand on pousse la gentille fille trop loin. Le matin suivant, le chaos a éclaté. Je me préparais pour mon quart quand Rachel m'a appelé pour me dire que ma mère et Eric faisaient une scène dehors devant mon appartement. Effectivement, quand j'ai regardé par la fenêtre, ils étaient là, Eric marchant d'un côté à l'autre tandis que ma mère frappait à la porte d'entrée de l'immeuble. « Il faut que tu arrêtes ça », cria ma mère quand je suis enfin descendu. « Cela va déchirer notre famille. »« C'est intéressant, » répondis-je, étonnamment calme. « Tu ne t'es pas soucié de déchirer la famille quand tu as volé mes économies. » Eric s'avança, le visage rouge de colère. « Tu deviens ridicule. J'ai un bébé en route. Qu'est-ce que tu comptais faire avec cette maison de toute façon? Y vivre seul avec tes chats? En fait, dis-je en sortant mon téléphone, j'ai la preuve de notre accord original ici. Tu veux voir la lettre de ton avocat qui t'avertit que c'était illégal? Ou devrions-nous parler des documents où quelqu'un a falsifié ma signature? La couleur s'évapora de leur visage. Ma mère attrapa mon bras, sa voix devenant un murmure. Chérie, on peut arranger ça en famille. Il n'est pas nécessaire d'avoir des avocats. Je lui ai doucement enlevé la main. Nous avons cessé d'être une famille au moment où tu as décidé que mes économies ne comptaient pour rien. Le bureau du procureur a maintenant des copies de tout. Donc, à moins que tu ne veuilles que cela devienne plus grave, je te conseille de parler à ton avocat pour inverser le transfert de l'acte. Tu enverrais ta propre mère en prison. Elle haleta, des larmes montant à ses yeux. Les mêmes larmes qui avaient fonctionné sur moi tant de fois avant. Non maman, c'est toi qui pourrais t'envoyer en prison. Je me tiens juste pour moi-même. Eric commença à dire quelque chose, mais son téléphone sonna. C'était sa femme, Jessica. Je pouvais entendre sa voix paniquer à travers le haut-parleur alors qu'elle lui disait que la police était chez eux, dans leur véritable maison, avec des questions sur le transfert de l'acte. Ils partirent rapidement après cela, se précipitant pour gérer le désastre en cours. Rachel, qui m'avait surveillé depuis sa voiture pour s'assurer que j'étais en sécurité, s'approcha et me prit dans ses bras. « Mais je ne t'ai jamais vu leur tenir tête comme ça, dit-elle fièrement. Je n'avais jamais eu de preuve de leur manipulation avant, répondis-je. Toujours juste ma parole contre la leur. Mais cette fois, j'ai tout par écrit. Plus tard dans la journée, Marcus m'appela pour me dire qu'Eric et l'avocat de mes parents étaient entrés en contact. Ils voulaient régler cela. Non seulement ils allaient transférer la maison à nouveau à mon nom, mais ils allaient aussi payer mes frais juridiques et des dommages-intérêts supplémentaires. La menace des accusations criminelles leur avait enfin fait comprendre que je ne céderais pas. Devons-nous accepter l'accord? Demanda Marcus. Oui, répondis-je fermement. Mais je veux qu'ils signent aussi quelque chose d'autre, une déclaration reconnaissant exactement ce qu'ils ont fait. Ils ne peuvent pas prétendre que cela ne s'est jamais produit. 2 semaines plus tard, je me trouvais dans le bureau de Marcus pendant que mes parents et Eric signaient les papiers. L'acte était transféré à nouveau à mon nom, avec un règlement comprenant mes frais juridiques et $50 000 de dommages-intérêts supplémentaires. Mais plus important encore, ils signaient une déclaration notariée reconnaissant leur tentative de fraude à mon égard. Ma mère ne cessait de pleurer, s'essuyant les yeux avec un mouchoir tandis que Georges fixait le sol. Eric avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans, le sourire satisfait remplacé par une mâchoire serrée. Sa femme, Jessica, l'avait quitté après avoir découvert qu'ils cachaient leurs propres problèmes financiers. Apparemment, le vol de la maison n'était que la partie émergée de l'iceberg. « J'ai besoin que toutes les parties signent ici », dit le notaire en montrant la dernière page. Une à une, ils ont signé. Quand vint mon tour, ma main ne tremblait pas du tout. « J'espère que tu es heureuse », marmonna Eric en se levant. « Tu as tout gâché. »« Non », répondis-je calmement. « Tu as tout gâché lorsque tu as décidé de me voler. Moi, je viens de remettre les choses en ordre. » Ils sortirent tous du bureau,
ma mère essayant une dernière fois d'attirer mon attention. Je me suis détourné. Le temps des culpabilisations et de la manipulation était terminé. Marcus me remit le nouvel acte avec un sourire. Félicitations. La maison est officiellement à toi. Mais j'avais encore une dernière surprise pour eux. En fait, dis-je en sortant un autre jeu de papier, j'aimerais vendre la maison. Ma famille avait déjà fait circuler la rumeur sur leur malentendu avec la maison, essayant de sauver la face auprès des proches et des amis. Ils ne savaient pas que j'avais reçu une offre d'un promoteur qui voulait transformer la propriété en appartement. L'offre était bien au-dessus de la valeur du marché. Ils seront furieux quand ils apprendront, dit Rachel plus tard alors que nous fêtions ça dans notre café préféré. Ils pensaient que tu allais les laisser y rester. C'est exactement pourquoi je vends, répondis-je. Ils doivent comprendre qu'ils n'ont plus de pouvoir sur moi. Le lendemain, j'ai signé les papiers pour vendre la maison. Le promoteur était ravi. Mon agent immobilier était ravi, et moi, enfin libre. Le profit de la vente, combiné avec l'argent du règlement, signifiait que je pouvais acheter le cottage de mes rêves avec un jardin et avoir encore des économies en réserve. Alors que je m'éloignais de la signature de l'acte, mon téléphone vibra avec un message vocal de ma mère. Elle pleurait, disant qu'elle avait entendu parler de la vente, me suppliant de la rappeler. Je l'ai supprimé sans écouter jusqu'au bout. Certains pourraient appeler cela cruel, mais moi, j'appelle ça des limites. Pour la première fois de ma vie, je ne me sacrifierai pas pour les garder au chaud, qu'ils se débrouillent avec leur propre vie. J'avais un cottage à meubler et un jardin à planter. Les semaines suivant la vente de la maison furent transformantes. J'ai trouvé un cottage charmant juste à l'extérieur de la ville, avec une véranda qui faisait tout le tour et suffisamment d'espace dans le jardin pour celui dont j'avais toujours rêvé. Rachel m'a aidé à déménager et ensemble, nous avons peint les murs dans des couleurs douces et apaisantes. Rien de comparable aux schémas audacieux que ma mère avait toujours insisté pour être approprié dans une maison familiale. Mon téléphone s'allumait toujours régulièrement avec des messages de membres de la famille. Certains étaient en colère, me qualifiant d'égoïste pour avoir vendu la maison sans donner à mes parents une chance de trouver une solution. D'autres essayaient de me culpabiliser, disant que ma mère pleurait elle-même pour s'endormir la nuit. Ma tante Sarah fut la seule à me soutenir, disant aux autres qu'ils devraient avoir honte de ce qu'ils avaient fait. J'ai croisé ta mère au supermarché, me dit Sarah lors d'un brunch du dimanche. Elle racontait à tous ceux qui voulaient bien l'entendre combien tu étais ingrate, mais la plupart des gens connaissent maintenant la vérité. La déclaration que tu les as fait signer a fait le tour. Je souris en pensant à la façon dont le récit avait changé. Je n'étais plus la fille difficile qui refusait d'aider son frère. Maintenant, j'étais l'infirmière travailleuse dont la famille avait tenté de voler ses économies. Les tentatives de ma mère pour jouer à la victime ne fonctionnaient plus. Eric et Jessica se sont officiellement séparés et il est retourné vivre chez nos parents. J'ai entendu dire par des rumeurs qu'il travaillait comme vendeur dans un magasin d'électronique, son premier vrai travail depuis des années. Parfois, je passais devant leur maison en location en allant au travail, une maison modeste, rien à voir avec celle qu'ils avaient essayé de me voler. Cela ne m'apportait aucune joie de les voir en difficulté, mais je ressentais un sentiment de justice. Au travail, les choses s'amélioraient aussi. Une fois que j'ai cessé de laisser ma famille épuiser mon énergie et mes ressources, j'ai pu me concentrer sur ma carrière. J'ai postulé et obtenu une promotion pour devenir infirmière en charge, ce qui m'a permis d'avoir de meilleurs horaires et une augmentation de salaire significative. Mes collègues ont remarqué le changement en moi. Je souriais plus, je défendais mes opinions lors des réunions et je n'acceptais plus tous les quarts de fête simplement parce que les autres avaient des familles réelles avec lesquelles passer du temps. Un soir, alors que je m'assoyais sur ma véranda pour regarder le coucher du soleil et planifier mon jardin, le numéro de ma mère est apparu sur mon téléphone. Au lieu de ressentir l'anxiété habituelle, je n'ai ressenti que du calme en refusant l'appel. Plus tard, j'ai écouté son message vocal. Elle me demandait si je pouvais aider Eric avec l'argent du loyer puisqu'il traversait des moments difficiles en ce moment. J'ai supprimé le message et je suis retourné à mon catalogue de jardinage. J'avais commandé des graines pour des tomates, des concombres et, ma préférée, des violettes. Les parterres de fleurs étaient déjà prêts, le sol riche et prêt à recevoir une nouvelle vie. D'une certaine manière, cela ressemblait à une métaphore pour ma propre vie. J'avais débarrassé le terrain des mauvaises herbes des relations toxiques et j'étais prête à faire pousser quelque chose de beau. Rachel plaisantait souvent en disant que je devrais écrire un livre intitulé « Comment arrêter d'être un paillasson en 3 étapes faciles ». Peut-être avait-elle raison. Tout ce qu'il m'a fallu, c'est perdre mes économies, affronter ma famille et enfin me mettre en premier. Simple, en fait. 6 mois après avoir vendu la maison, ma vie s'était installée dans un rythme paisible. Mon jardin prospérait, avec les premières tomates qui mûrissaient sur la vigne et des violettes qui fleurissaient en rangées bien ordonnées. J'avais noué des liens d'amitié avec mes voisins, j'avais rejoint un club de lecture local et j'avais même recommencé à sortir avec des gens,
quelque chose que j'avais retardé pendant des années parce que ma famille exigeait tellement de mon temps et de mon énergie. Le drame familial n'avait pas complètement disparu, mais j'avais appris à le gérer différemment. Ma mère essayait toujours de me contacter régulièrement, surtout quand ils avaient besoin d'argent. À chaque fois, je restais fidèle à mes limites. Je ne suis pas en mesure d'aider, disais-je calmement, peu importe combien de larmes ou de culpabilisation suivaient. Cette phrase était devenue mon bouclier, me protégeant de leur manipulation. La situation d'Eric s'était aggravée. Jessica avait demandé le divorce, et le bébé, mon neveu, vivait principalement avec elle. Elle avait découvert qu'Eric avait ouvert des cartes de crédit à son nom, la laissant avec des dettes énormes. Lorsqu'elle est venue me demander conseil, je l'ai mise en contact avec Marcus, qui l'a aidé à naviguer à travers ce gâchis juridique. Cela faisait du bien d'aider quelqu'un qui le méritait vraiment. Un dimanche matin, alors que je m'occupais de mon jardin, une voiture familière est entrée dans mon allée. Ma mère en est sortie, semblant plus vieille et plus fatiguée que ce dont je me souvenais. Elle était arrivée sans prévenir, probablement dans l'espoir de me surprendre. « Ton jardin est magnifique », dit-elle doucement, en restant près de la clôture. « Tu as toujours eu un talent pour les plantes. »« Merci », répondis-je, en continuant de travailler avec mes plantes. « Mais tu ne devrais pas être ici sans prévenir. »« Je sais, je voulais juste te dire que ton père et moi vendons notre maison. Nous ne pouvons plus nous permettre de la garder, et les dépenses d'Eric. » Elle s'arrêta, me regardant d'un air plein d'espoir. Je me levai en me débarrassant de la terre sur mes genoux. « Maman, je ne vais pas te donner d'argent. Ce chapitre est clos. » Je ne demandais pas, commença-t-elle, puis se tut. « D'accord. Peut-être que si. Mais peux-tu m'en vouloir d'espérer? Tu vas bien. Et nous sommes ta famille. La famille ne vole pas la famille, dis-je fermement. La famille ne forge pas de signature ni ne justifie un vol parce qu'un enfant en mérite plus. Tu as fait ton choix, maman. Maintenant, tu vis avec les conséquences. » Elle partit en larmes, mais je ne me sentais pas coupable. Au contraire, je me sentais fier d'avoir maintenu mes limites. Plus tard dans la soirée, j'ai organisé un petit dîner pour Rachel, Sarah et quelques amis du travail. Alors que nous étions assis sur ma terrasse, en buvant du vin et en regardant les lucioles danser dans mon jardin, je réalisais quelque chose de profond. Voilà ce qu'était vraiment la famille. Ce n'était pas une question de sang ou d'obligation. C'était une question de choix, de respect et de véritables soins les uns pour les autres. À nos limites, trinqua Rachel, levant son verre avec un sourire complice. À la croissance, ajoutai-je, en pensant à mon jardin qui prospérait et à mon esprit qui prospérait encore plus. Une année s'est écoulée depuis que j'ai affronté ma famille, et la transformation de ma vie me sidère encore. Ma maison est devenue un sanctuaire rempli de paix et de chaleur que je n'avais jamais ressenti en présence de ma famille. Le jardin a produit tellement de légumes l'été dernier que j'ai commencé à en donner les excédents à la banque alimentaire locale. Parfois, je pense à comment ma mère se moquait de ma passion pour le jardinage, qualifiant cela de perte de temps. Aujourd'hui, cela m'apporte de la joie et aide aussi les autres. Ma carrière a prospéré sans le fardeau constant des urgences familiales. J'ai récemment été promu responsable des soins infirmiers, et mes collègues commentent souvent à quel point je suis devenue plus confiante. Je ne m'excuse plus pour prendre des jours de congé ou dire non aux heures supplémentaires quand j'ai besoin de repos. Fixer des limites à la maison m'a appris à en fixer aussi partout ailleurs. Rachel plaisante en disant que je deviens un peu une légende locale à l'hôpital. Les jeunes infirmières viennent me demander des conseils, non seulement sur les soins aux patients, mais aussi sur comment se défendre dans des situations difficiles. La semaine dernière, une jeune infirmière m'a remercié de l'avoir aidé à trouver le courage de quitter une relation abusive. « Si tu as pu affronter toute ta famille, m'a-t-elle dit, je peux affronter une seule personne. Mes parents et Eric ont toujours des difficultés, mais ce n'est plus mon fardeau. Ils ont fait leur choix, tout comme j'ai fait le mien. Parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire pour les gens et pour soi-même, c'est de les laisser faire face aux conséquences de leurs actes. Ce n'est plus une question de vengeance. C'est une question de croissance et de respect de soi. L'argent qu'ils ont volé n'était que de l'argent, mais ce que j'ai gagné en leur tenant tête n'a pas de prix. Ma liberté et ma dignité. L'autre jour, j'ai trouvé une vieille photo de ma famille lors de la fête de crémaillère, prise juste avant que tout ne s'effondre. En regardant leur visage satisfait, j'ai réalisé que je ne ressens plus de colère. Au lieu de cela, je me sens reconnaissante. Leur trahison m'a poussé à devenir quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui se valorise suffisamment pour s'éloigner des relations toxiques, même lorsqu'elles sont enveloppées dans le package de la famille. Mon jardin commence à refleurir ce printemps. Sarah me rend souvent visite, apportant ses petits-enfants qui adorent m'aider à planter de nouvelles fleurs. Rachel et moi avons nos rendez-vous hebdomadaires pour prendre un café, où nourrions du chemin parcouru depuis que j'étais la personne qui répondait à chaque appel exigeant de ma famille.
Même Jessica amène parfois mon neveu. Elle dit que le jardin a un effet réparateur sur elle aussi. La vie n'est pas parfaite, mais elle est authentiquement la mienne maintenant. J'ai appris que parfois, la meilleure revanche n'est pas de se venger. C'est de devenir meilleur. Chaque fleur qui fleurit dans mon jardin, chaque soirée paisible sur ma terrasse, chaque limite que je maintiens est un rappel que j'ai choisi moi-même, et je le ferai à nouveau sans hésiter.